Corps corps à corps. Et ce matin, un vrai sujet important, Toxin met donc un coup de projecteur sur une guerre qui, elle, menace véritablement l'Europe, bien qu'elle revienne moins souvent dans la bouche de nos dirigeants que celle de la guerre contre la Russie. Il s'agit bien de la guerre économique internationale qui s'est largement intensifiée ces derniers jours, notamment avec nos partenaires commerciaux privilégiés qui sont les États-Unis. Je rappelle donc, mercredi 12 mars dernier, donc, le président américain Donald Trump a annoncé une augmentation des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier européen. En rétorsion, l'Europe a déclaré qu'elle augmenterait de 50% les tarifs douaniers sur le whisky et le bourbon américain. Ce à quoi Donald Trump a donc de nouveau répondu qu'il ferait exploser les droits de douane du vin et des champagnes français de, accrochez-vous bien, 200%, ce qui équivaut à tripler le prix des bouteilles. Une annonce qui ne manque pas évidemment de faire tressaillir cette filière, que nous avons d'ailleurs, je vous renvoie à notre interview de ce matin, quand on sait par exemple que 95% des cognacs français sont consommés à l'étranger. Je propose donc d'écouter Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, hier au micro de France Info, qui en parlait. On parle des droits de douane 200% sur le vin et le champagne. Voilà ce que veut imposer Donald Trump. Vous êtes inquiète pour nos exportations ? Alors, effectivement, cette annonce, qui n'est qu'une annonce pour l'instant, ça n'est pas fait, est terriblement préoccupante. C'est voilà. une autre affaire. Donc, nous répondons par la fermeté. Il est hors de question de se laisser faire, mais 200% de droits de douane, c'est l'extinction de certaines filières. On l'a vu dans le passé avec d'autres pays, c'est véritablement un danger existentiel pour le cognac. Il y a des négociations pour la viticulture. Il faut déjà la fermeté. On ne se laissera pas menacer de sanctions qui sont absolument aberrantes et qui engendreront d'autres sanctions. C'est vraiment perdant-perdant. Bon. Sanctions aberrantes, perdant-perdant. Ah voilà, vous l'avez compris, la priorité est aux négociations désormais avec les États-Unis, même si on affiche un ton ferme. C'est également ce qu'a rappelé François Bayrou, toujours au micro de France Info et toujours hier. On écoute. Je suis pour essayer d'arranger les choses le plus vite possible et je pense que la négociation n'a pas complètement échoué encore. Donc frontal, mais un peu vous avez vu qu'il y a eu d'esquive. des déclarations, des tweets de Trump, mais pas de décision encore. On va voir, dès l'instant que on se trouverait en situation d'échec dans le travail de négociation, alors il faudrait chercher d'autres décisions, d'autres mesures d'escalade, et franchement, c'est pas à souhaiter. Mais s'il faut, il faut. Bon, vous l'avez compris, le Premier ministre a même estimé que des maladresses avaient été commises concernant la décision d'augmenter les taxes sur le bourbon américain. Alors la question que nous allons nous poser ce matin avec nos deux invités est la suivante. L'Europe est-elle prête pour cette guerre commerciale qui s'annonce donc avec les États-Unis, mais également avec une guerre commerciale qui s'annonce un peu plus large, pourquoi pas, puisqu'avec la Chine évidemment, et puis le reste du monde. Est-ce que l'économie européenne est prête à s'opposer à ses rivales, entre guillemets? Pour le savoir, nous sommes ravis d'accueillir ce matin nos deux invités, Philippe Murer, Alain Jouyet. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin pour ce sujet vraiment crucial. Je rappelle que vous êtes économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur dernièrement de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous sommes également avec Alain Jouyet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, ancien directeur de la DGSE en charge de la mise en place de l'intelligence économique. Évidemment, ça a son sens aujourd'hui au sein du secrétariat général de la Défense nationale, spécialiste donc des questions de renseignement et d'intelligence économique. Alain Jouyet, peut-être je vais commencer par me tourner vers vous. Quels sont finalement pour vous les horizons et les dangers que vont devoir affronter la France ? D'abord, il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas, mais pourtant c'est essentiel. Pour Trump, clairement, les taxations, enfin toutes les actions économiques font partie de sa politique. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, dans ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense personnellement que le problème des alcools et des vins est directement lié à notre position sur l'Ukraine. C'est clair. Il veut faire plier. Vous avez vu comment il a fait avec Zelensky. Oui.
Très clair, on connaît maintenant, on connaît ses méthodes, hein, il a toujours fait les mêmes. Alors en plus, il est parfaitement décodable, hein. Il fait pression jusqu'au moment où on accepte et à ce moment-là, il améliore la situation. Donc par exemple, il réduit les taxes, hein. En touchant, alors, ce qui m'a étonné quand même dans les vins et les alcools, c'est il touche sur les vins également Madame Meloni, l'Italie. Or, il est ami avec Meloni et que Meloni a été très prudente. C'est la plus prudente de toutes, hein, en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, si vous voulez, là, c'est pour ça que je pense que pour le moment, il y a une déclaration, mais il faut attendre la réalité. Là, de ce côté-là, je pense que le Premier ministre n'a pas totalement tort. Il faut attendre ce qu'il va décider ensuite. C'est une annonce, si vous voulez, en disant attention, je peux faire très mal. Oui, voilà de quoi je suis Après, capable. attends de voir ce qu'on va faire. D'accord. Donc, ce n'est pas uniquement des taxes. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est tous choqués parce que c'est Trump et que le président Trump, c'est vrai qu'il est plutôt brutal. Mais franchement, les autres l'ont été autant. Biden, quand il a fait l'IRA, hein, l'Inflation Reduction Act, hein, il y a quelques années, hein, a été aussi violent, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, que ne l'a été Trump. Mais à l'époque, on disait, bon, si, d'accord, mais c'est pour défendre son marché intérieur, le pauvre, enfin bref, on lui trouvait des excuses. Alors que là, on ne trouve pas d'excuses, évidemment, à Trump. Mais en réalité, dans la guerre économique, et vous le disiez tout à l'heure, dans la guerre économique, depuis toujours, les Américains nous livrent une guerre sans merci, hein, par tous les moyens. Souvenez-vous on pourra certainement en parler, mais souvenez-vous des procès, hein, dans le cadre des lois extraterritoriales qu'ils ont pu faire contre les entreprises françaises, ils ne se sont jamais gênés pour nous taper dessus chaque fois qu'on les gêne. Oui. Hein, donc ça, il faut bien être conscient de ça. Nous sommes face à un pays qui, depuis toujours, pratique la guerre économique très violente. Mais là, évidemment, on a franchi un niveau de plus avec Trump parce que les autres ne le disaient pas trop fort, ne le disaient pas. Ils le faisaient, mais ils ne le disaient pas, alors que lui, il l'annonce cash. Oui. C'est la grande différence avec les prédécesseurs. Finalement, la question, c'est plutôt, si je comprends bien, puisque la guerre économique des Américains, en tout cas vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, a toujours existé, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on décide d'ouvrir les yeux? Et si oui, est-ce qu'on a véritablement aussi des armes pour se défendre et faire des mesures de rétorsion? Philippe Murer. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Oui, je vais donner la parole à Philippe Murer, on revient vers vous. Non, Alain Juillet parle d'or quand il dit que le gouvernement Biden faisait vraiment une guerre économique contre l'Europe parce qu'il y a eu aussi Nord Stream qui l'a fait sauter. Il nous a coupé du gaz russe. Il nous a vendu le gaz américain 5 fois plus cher qu'il était aux États-Unis. Et donc, c'était une vraie guerre économique. Et l'Inflation Reduction Act, il délocalisait les industries européennes vers les États-Unis. Donc, en revanche, je relativiserai le mot de guerre économique dans le sens où, est-ce que Trump veut nous détruire? Non. Est-ce que Trump veut détruire les pays européens qui sont ses alliés, qui sont même, on pourrait presque dire ses vassaux? Non. Il y a une forme de guerre entre les nationalistes occidentaux et les mondialistes occidentaux. Il y a cette partie-là qu'Alain Juillet a très bien expliqué en disant qu'en menaçant de taxer les vins français, il menace Macron par rapport à sa position très agressive sur la guerre en Ukraine. Et Alain Juillet a parfaitement raison. Mais ce que veut Trump, c'est quoi? C'est tout simplement un rééquilibrage de son commerce extérieur. Et en fait, là-dessus, c'est pas une guerre, il a tout à fait raison. Les États-Unis ont 900 milliards de déficit commercial, dont 200 milliards de dollars avec l'Europe. Eh bien, il dit, je veux que le sang de l'industrie américaine arrête de couler parce que vous ne faites qu'exporter aux États-Unis, vous n'importez pas. Et là-dessus, il veut un rééquilibrage. Il le fait avec ses gros bras, en montrant qu'il en a une plus grosse que les autres, qu'il est plus fort que les autres, et avec des coups de poker et sa façon de négociateur. Mais les Européens, s'ils s'amusent à jouer à la guerre économique, à la guerre commerciale, en disant c'est une vraie guerre commerciale, on va faire des rétorsions, on va pas négocier, ils vont peut-être se faire mal aux États-Unis, mais ils vont se faire encore plus mal à eux-mêmes. Parce que nous avons, l'Europe a 500 milliards d'exportations à perdre 700 milliards vers les États-Unis. Les États-Unis n'ont que 500 milliards. Donc l'Europe aura plus mal. L'Europe est en position de faiblesse parce qu'elle a un excédent commercial gigantesque avec les États-Unis, ce qui donne une position de force aux États-Unis. Donc en fait, il faut surtout pas aller sur le champ de se battre commercialement avec les médias, en faisant monter la sauce, je suis plus fort que toi et je vais te faire plus mal. Parce que là, on va tous se faire mal. Il faut être adulte. Il faut aller négocier avec Trump dans l'intérêt des États-Unis et surtout en défendant l'intérêt de l'Europe
en prenant en compte l'intérêt des États-Unis. Voilà. Et on a, en fait, on en parlera, je pense, au fur et à mesure, on a toutes les cartes en main pour bien négocier et pour faire en sorte que l'Europe s'en sorte bien. Mais il faut être intelligent pour ça. Alors, on va parler de cette question d'intelligence juste après, Philippe Murer, mais juste avant, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, qu'on a déjà, nous, entendu, mais qui n'est pas l'habitude, enfin, on n'a pas l'habitude d'entendre ce discours, c'est celui de dire, finalement, nous exportons plus aux États-Unis que nous n'apportons de produits américains, et donc on a une balance commerciale excédentaire dans ce sens-là. Et donc, je ne sais pas, moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu les Européens sont les dindons de la farce économique. Mais finalement, on s'en sortait pas si mal. C'est intéressant parce que ça va à contre-courant d'un discours que nous-mêmes, nous avons l'habitude d'entendre sur l'Europe qui est toujours perdante par rapport aux Américains. Finalement, non. D'après ce que je comprends, c'était pas le cas. En tout cas, c'est ce que dit Donald Trump également. Philippe Murer, si vous pouvez éclaircir ce point. C'est pas faux. Vous pointez là un paradoxe qui est intéressant. Oui. L'Europe est le dindon de la farce parce qu'en fait, elle a plus de croissance. Elle a mené une stratégie où il n'y a plus de croissance. Et elle va chercher sa croissance à l'extérieur en exportant industriellement vers les États-Unis et les autres zones du monde. Mais en fait, elle n'a plus de croissance et tout ce qu'elle sait faire, c'est faire couler le sang industriel de l'extérieur en exportant au maximum et en n'important pas. Donc en fait, c'est plus complexe que ça, mais l'Europe n'a plus de croissance et l'Europe fait mal au reste du monde et aux États-Unis. Donc c'est une très mauvaise chose de ce point de vue-là. Elle se fait mal à elle-même et elle fait mal aux autres en même temps. Ah oui, d'accord. Donc oui, elle a vraiment tout gagné là. Ok, alors je me retourne vers vous, Alain Juy, puisque vous commenciez à développer tout à l'heure votre sujet. Quand Philippe Murer dit que l'Europe a toutes les cartes en main, finalement, pour faire une bonne négociation, quelle serait la bonne négociation à faire aujourd'hui ? On a encore entendu, nous, ce matin, une représentante du champagne français très, très alarmée, évidemment, de ce qui pourrait arriver, sachant que déjà, la filière ne se porte pas au mieux en ce moment. Quelles seraient les cartes à mettre en place, à mettre sur table pour défendre le mieux possible, d'abord, pourquoi pas, les intérêts économiques français et puis européens? Écoutez, il y a plusieurs choses. La première chose, d'abord, c'est le fait que, comme ça a été dit tout à l'heure par Philippe Murer, il faut bien comprendre que nous vendons plus aux États-Unis qu'eux nous vendent. Donc, il est logique, qu'on rééquilibre la balance, et donc il est normal qu'on négocie avec eux pour trouver des terrains d'entente. Les terrains d'entente, c'est de dire, bon, dans certains domaines, on va importer des produits américains, et dans d'autres domaines, par contre, on va les freiner. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que, en particulier pour l'agriculture, mais il n'y a pas que l'agriculture, on a systématiquement freiné les importations américaines pour de multiples raisons, c'est-à-dire souvent pour des raisons même sanitaires, oui. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, il va falloir trouver des solutions. Alors, il ne faut pas oublier que la France, alors c'est le seul point par rapport au reste où il y a, à mon avis, il y a un problème en France qui est plus grave, encore plus grave qu'ailleurs. C'est, comme vous le savez, nous avons un déficit du commerce extérieur qui est très important. Donc nous importons plus que ce que nous exportons. Ça, c'est le problème de la France par rapport aux autres pays comme l'Italie, comme l'Allemagne et autres. Nous allons encore plus souffrir que les autres des mesures qui sont annoncées par Trump. Mais, comme on l'a dit, il faut négocier. Alors, négocier, il faut trouver des secteurs d'activité dans lesquels les Américains sont bons et dans lesquels on peut avoir effectivement des intérêts. Voilà. Mais on peut aussi, si vous voulez, en plus, on peut trouver des échanges. On peut négocier des échanges avec eux. Tout est possible avec les Américains. On fait des deals. Avec Trump, on fait des deals et ça marche. Mais si on reste comme aujourd'hui, en faisant des grandes déclarations, mais sans bouger, et en disant, nous aussi, on va surtaxer, comme ça a été dit, cette histoire de bataille en disant, moi, je taxe plus que l'autre, il y a toujours un perdant, mais on sait qui est le perdant, ce sera nous. En finale, ce sera forcément nous. Donc, ce n'est pas la solution. La solution, c'est effectivement négocier pour ouvrir la porte de notre pays à un certain nombre de produits. Alors, ceci dit, il est évident que ce que va faire, à mon avis, en tout cas, ce que va faire la France, c'est qu'elle va, comme toujours, dans ces cas-là, elle va se laver les mains de ce qui se passe en disant c'est pas nous, c'est l'Europe qui est touchée, et donc il faut que ce soit l'Europe qui négocie. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure parce qu'il faut que nous, les Français, on négocie pour notre pays et nos intérêts. Parce que les intérêts de la Pologne, de l'Allemagne et autres ne sont pas du tout les mêmes que nous. Les produits en compétition ne sont pas du tout les mêmes. Et on l'a vu
dans les premières négociations à l'époque de Biden avec l'Amérique. Qui a négocié avec les Américains? Les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient protéger les exportations de voitures automobiles, allemandes, alors que nous, on n'exporte pas aux États-Unis de voitures. Donc on s'est fait rouler dans la farine, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a eu un accord qui a été passé dans lequel on rouvrait la porte aux voitures allemandes, mais en contrepartie, c'est tous les autres qui étaient touchés. Et ben, c'est ça qu'il faut qu'on évite. Donc il faut qu'on ait la capacité d'aller négocier. Mais vu effectivement les positions en pointe sur le plan guerrier que nous prenons actuellement, on ne peut être qu'inquiet en se disant, si on va d'abord, est-ce qu'ils vont nous recevoir et comment ça va se passer si on y allait tout seul? Voilà. Donc, on est dans une très mauvaise position et Trump le sait très bien et c'est pour ça qu'il met la pression en sachant que ça va lâcher quelque part. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions, peut-être un peu plus théoriques finalement. Je vais me tourner vers vous, Philippe Murer, pour commencer ces sujets-là. D'abord, jusqu'à maintenant, on avait presque été bercé un peu par l'illusion que des accords économiques pouvaient permettre la paix. On le voit pour l'Union européenne. D'ailleurs, ça a commencé par justement l'acier. Et puis, on a développé l'union au niveau le charbon, bien sûr. Et ensuite, on a développé au niveau européen en se disant plus l'Europe fera d'alliances économiques et élargira ses frontières, plus on s'assurera la paix. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas forcément. Et on a un grand retour, finalement, et de la guerre et de ces taxes et ces droits de douane. Est-ce que finalement, c'est la fin d'une ère aussi, d'une ère pacifiste qui était formée à partir d'alliances économiques? Philippe Murer. Alors moi, je dirais plutôt que c'est la fin de l'ère de la mondialisation qui nous disait que ça allait être pacifique. Mais est-ce que c'était vraiment pacifique les 30 dernières années? Il y a eu beaucoup de guerres. Ils nous disaient qu'il n'y avait pas de guerre, qu'ils étaient pacifistes, mais dans les faits, il y avait beaucoup de guerres. Et l'autre problème, c'est que ça a créé toute cette ère de mondialisation et d'accords de libre-échange, ça a créé des énormes déséquilibres. Les États-Unis sont déséquilibrés de 900 milliards sur leur déficit commercial, ce qui veut dire 900 milliards de dollars de dette en plus pour les États-Unis vis-à-vis de l'étranger. Inversement, la Chine a 1000 milliards de dollars d'excédent. Donc tout ça, c'est pas pacifique, ça crée des tensions à la fin. Ces déséquilibres commerciaux créent des tensions parce que finalement, ceux qui mènent une guerre économique contre le monde entier, ce sont les pays mercantilistes comme la Chine et l'Allemagne. Et ça, il faut quand même en parler un petit peu. C'est-à-dire que la Chine a 1000 milliards de dollars d'excédents industriels. Elle saigne le monde entier. L'Allemagne a 250 milliards d'euros et donc de dollars d'excédents commerciaux avec le monde entier et elle saigne l'industrie du monde entier. En fait, ceux qui ont agressé le monde entier, c'est les pays qui ont dit « nous, on s'en fout de notre croissance, on veut juste exporter et on importe le minimum. » L'Allemagne, la Chine et tous les pays qui ont choisi ça. Et maintenant, nous rentrons dans l'ère d'une démondialisation qui peut être beaucoup plus pacifique. On aura moins de déséquilibre. D'ailleurs, celui qui veut la démondialisation, c'est Trump. Et fondamentalement, ce qu'il veut, c'est la paix en Ukraine. Vous voyez, donc les choses sont beaucoup moins simples que ce que nous racontent les mondialistes. Ils nous disaient, nous voulons le commerce et la paix. En fait, on a eu des problèmes de croissance, des problèmes d'inégalité et la guerre, en fait. Mais si je peux me permettre, il y a une guerre économique réelle qui se joue, en fait, derrière la guerre, la fausse guerre américaine contre l'Union européenne. C'est la guerre entre les États-Unis et la Chine. En fait, Trump veut mener une guerre économique à la Chine, très clairement. Il avait mis des droits de douane de 25% sur tout un nombre de produits importants, 60 milliards de dollars en 2018. Biden a finalement gardé ces mesures. Mais Trump réaccélère parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Trump a mis 10% de droits de douane sur la Chine en février et il a rajouté 10%. On est à 20% sur tous les produits chinois depuis le mois de mars. Donc c'est une vraie guerre économique et les Chinois savent qu'ils sont très mal partis dans ce jeu-là et qu'il faut se taire. Ils ont répliqué quelques petites choses sur les produits agricoles américains, rien du tout. Parce ils exportent 400 milliards aux États-Unis quand les États-Unis exportent 100 milliards en Chine. Il y a un rapport de 4. Et en fait, derrière, si vous voulez, la stratégie de Trump, parce qu'il y a une stratégie, Trump n'est pas un idiot du tout. Sa stratégie, c'est de déconnecter le monde entier, notamment surtout l'Occident, le Mexique, le Canada, de la Chine avec lui. Et c'est ça qu'on devrait jouer avec lui. En fait, qu'est-ce qu'il a fait avec le Mexique ? Le Mexique dépend complètement des États-Unis. Il a menacé de droits de douane de 25% le Mexique. Oui. Mais il a reporté ces droits de douane. Et pourquoi ? Parce que la présidente du Mexique a accepté que
elle mettra probablement des droits de douane à la Chine. Elle va se déconnecter elle-même de la Chine pour pas servir de porte d'entrée des produits chinois aux États-Unis. Et c'est ça qu'on devrait jouer de la même manière. On a l'intérêt aussi de déconnecter la Chine qui nous fait très mal au niveau industriel. Pas devenir des ennemis de la Chine, mais de leur dire maintenant ça suffit. On veut rééquilibrer les échanges avec la Chine, nous aussi l'Union européenne, comme le font les États-Unis. On serait beaucoup plus fort à jouer ce jeu avec les États-Unis, on serait même extrêmement fort et imbattable, et c'est notre intérêt plutôt que s'affronter avec Trump sur ce sujet, parce que Trump a raison de faire ça. Alors attendez, parce que en fait, d'après ce que vous dites, finalement, augmenter les droits de douane, le retour des frontières, on va dire économiques, n'est pas si mal. Et donc ce côté, le commerce et la paix qu'on nous a vendu, vous dites ça ne marchait pas, ça ne marche pas si bien. La preuve en est aujourd'hui. Alors d'un côté, si on suit votre, et ça mérite encore un développement, si on suit votre discours. Le retour des droits de douane, c'est une bonne chose. Finalement, souveraineté aussi industrielle, etc. Mais alors, pourquoi ne pas l'appliquer aussi avec les Américains? C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire de douane aux Américains? Il faudrait le faire. Les Américains ont dit on aimerait bien avoir des droits de douane de 10% avec l'Europe, ce qui est très raisonnable. C'est du domaine de la friction, 10%. Eh bien, on devrait dire avec les Américains OK, on rééquilibre notre commerce et nous, on vous met aussi quelques droits de douane. Et on rentre dans l'équilibre du commerce. Parce que la période de richesse, c'est la période où on avait des droits de douane, les 30 glorieuses, et c'est depuis les années 80 qu'on a mis des droits de douane nuls partout, qu'on a fait du libre-échange, que les nations s'appauvrissent, que les peuples s'appauvrissent, que les inégalités explosent, et finalement que tout le monde y perd, à part des hyper-élites extrêmement puissantes qui achètent tous les médias et le monde entier. Donc Alain Juillet, vous êtes d'accord avec cette analyse? D'abord, comment dire, un discours trompeur des mondialistes de libre-échange qui était finalement le commerce c'est la paix, qui arrive finalement à la fin d'une ère, et puis le retour bienvenu des taxes et des douanes, mais de façon évidemment peut-être plus raisonnable que ce qui a été fait d'un seul coup vis-à-vis des Américains, en revanche à améliorer côté Chine. Vous êtes d'accord avec ce discours? Alors, d'abord, juste un point d'abord avant de répondre à ça, c'est qu'on peut effectivement, on ne peut pas dire que ça a été une époque de paix. Hein. Alors, je ne sais pas si vous savez que les Américains, entre 1945 et maintenant, ont fait 52 guerres à l'international. Oui. C'est pas une guerre, c'est le record du monde dans l'histoire de l'humanité. Donc, on ne peut pas dire que c'était la paix. C'est une paix, c'est une stabilité imposée par la force. D'une certaine manière, hein, il faut voir les choses en face. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Trump, elle l'a dit lui-même. Il a dit, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les relations bilatérales. Donc, c'est, comme ça a été dit, comme on le dit tous, c'est la fin de la mondialisation. Alors, il faut en tirer des enseignements. La fin de la mondialisation, c'est la fin, effectivement, des taxes. La fin du système de pas de taxes. Ce sont des solutions négociées entre les pays, hein, et qui permettent à chacun de s'en sortir. Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'Europe, par exemple, si on prend l'Europe, Madame Merkel, juste avant son départ, a été négocié l'accord entre la Chine et l'Europe. Évidemment, tout le monde s'est aperçu que cet accord était extrêmement favorable à l'Allemagne, bien entendu. Bon, mais personne n'a rien dit. J'ai pas entendu notre président protester, alors que c'était un véritable scandale. Hein, puisque ça favorisait les produits allemands, les exportations allemandes vers la Chine. On parlait de rééquilibrer avec des exportations allemandes. C'est pas sérieux. Oui. Vous voyez? Donc, il faut qu'on revienne au bilatéral. Alors maintenant, ça peut être le bilatéral européen, mais attention, parce qu'on a vu justement avec Mme Merkel que ça pouvait être, ou carrément, hein, il faut que des pays n'aient pas peur d'aller négocier avec d'autres pays en faisant des échanges et en discutant. Hein? Y a pas, comme ça a été dit tout à l'heure, bon, on a plein de domaines dans lesquels on peut discuter. Nous, on a intérêt, et eux ont intérêt à nous recevoir parce qu'ils ne savent pas bien faire, mais dans d'autres produits, c'est eux qui savent mieux faire que nous, eh ben, négocions pour importer leurs produits. Hein, et taxons pour rééquilibrer les marchés. Oui. Parce que c'est ça aussi. La taxation, c'est un moyen de rééquilibrer les marchés. Hein, c'est-à-dire que si on voit qu'un pays n'a pas de taxes et l'autre il a beaucoup d'impôts, l'autre pas beaucoup d'impôts et ainsi de suite, eh ben, ça permet de rééquilibrer. Donc c'est ça. Hein, on rétablit l'équilibre des échanges. Mais oui. Selon la doctrine qu'on a connue pendant des années, à la mondialisation, il ne fallait pas faire ça. Hein, les échanges s'équilibraient par eux-mêmes. C'est absurde.
les échanges ne peuvent pas s'équilibrer par eux-mêmes entre quelqu'un qui n'a pas de charge ou pas de coût ou une main-d'œuvre très basse et l'autre qui a une main-d'œuvre très élevée. Donc, si on veut dans un pays avoir un équilibre, eh ben, il faut taxer pour équilibrer dans les deux sens. Bien sûr. Alors, nous, en tout cas, on a réussi, on a annoncé l'augmentation de 50% des tarifs douaniers sur le whisky et le bourbon américain. Évidemment, c'est ça qui a déclenché les 200%, enfin l'annonce des 200% sur le vin et le champagne. Où en sommes-nous dans nos droits de douane vis-à-vis de la Chine? Justement, Philippe Herrère en parlait. Est-ce que là, on arrive un peu à gonfler les muscles ou au contraire, on est vraiment faible sur ce... On est faible parce parce qu'il faut revoir les négociations qui ont été faites au niveau de Bruxelles à l'époque par Mme Merkel et qui ont créé un cadre avec les Chinois qui n'est pas un cadre équilibré, ça c'est clair. Pas du moins, qui est déséquilibré pour certains pays d'Europe. Oui. Hein, donc c'est ça. Mais les Chinois, de toute manière, ils ont bénéficié. Alors, il faut bien savoir aussi une chose sur les Chinois, parce que j'ai écouté tout à l'heure ce que disait monsieur, pardon, Murer. Il a tout à fait raison, mais il faut se souvenir que pour les Chinois, Deng Xiaoping, quand il a fait le développement de la Chine, a dit une fois qu'on sera arrivé à produire de la high-tech aussi compétitive que les Américains et les autres, à ce moment-là, il faut qu'on développe le marché intérieur de manière à pouvoir vivre grâce au marché intérieur sans exportation. Or, Xi Jinping, il y a 3 ans, c'est ce qu'il a annoncé. Il a dit maintenant, dans son grand discours, vous savez, dans cette grande, le congrès du parti, il a dit maintenant, nous allons développer le marché intérieur. Ils savent très bien qu'ils sont arrivés à un stade où ça tousse au niveau mondial parce que tout le monde dit quand même ils exportent énormément et la balance est déséquilibrée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de développer leur marché intérieur. Et là ils ont eu un problème, c'est qu'ils ont eu un problème immobilier très important qui a réduit la croissance les 3 dernières années. On pense qu'il y a encore 2 ans de difficultés pour la Chine et que dans 2 ans, ils vont retrouver des taux de croissance, je dirais, comme ils avaient avant. Et à ce moment-là, on verra qu'effectivement, ils jouent tout sur le marché intérieur pour réduire la dépendance des marchés extérieurs et des taxations qu'on peut leur faire. Donc, les Chinois sont en train de bouger eux aussi. Mais nous, justement, ce qu'on voit, c'est que alors que les Chinois bougent, alors que les Américains bougent, nous, on reste immobile et on dit « Ah, nous, on va surtaxer ». Et entre nous soit dit, quand on dit on surtaxe le Bourbon, hein, la réplique, elle est normale. Les autres, ils surtaxent les produits alcoolisés, les boissons alcoolisées. C'est quand même logique. Pourquoi a-t-on été chercher le Bourbon, sachant que ça allait perturber automatiquement en représailles les produits alcoolisés de nos pays? Oui. C'est idiot. C'est idiot. Non, c'est pas idiot. Il faut regarder en réalité qui ça favorise et qui ça défavorise. Parce que mine de rien, les produits alcoolisés dont on parle, ça défavorise qui? L'Espagne, l'Italie, la France. Tiens. Et tous les autres pays, ça ne les concerne pas. Vous voyez? D'accord. Donc, ce que vous sous-entendez, alors Juliette, c'est que finalement, la Commission européenne, l'Union européenne en général, c'est très bien ce qu'elle fait. Finalement, son objectif, c'est de favoriser, j'imagine, l'Allemagne et de défavoriser les pays méditerranéens, que sont l'Espagne, l'Italie et la France. Voilà, cette mesure a été prise sans réfléchir, enfin, tout en sachant pertinemment que ça allait concerner les pays du Sud et pas les pays du Nord ni du Centre. D'accord. Philippe Murer, d'abord, j'imagine que vous allez vouloir réagir à ce qu'on vient de dire, la Chine et puis ces pays qui sont finalement qui sont défavorisés par cet accord, par cette annonce européenne d'arrives douaniers sur le whisky, qui savaient qu'il y aurait des rétorsions sur le champagne et le vin. Donc déjà, un mot là-dessus. Et puis, quelle est la réponse politique? Évidemment, on y arrive à tout cela aujourd'hui. Quelle serait la bonne réponse politique? On va mettre ça au conditionnel. Philippe Murer. Oui, je suis d'accord sur l'histoire du Bourbon, du vin. Et c'est aussi la réplique de Trump à la guerre en Ukraine, et c'est pour le sanctionner sur la guerre en Ukraine. Mais bon, tout ça reste des paroles et des choses relativement limitées. Je ne pense pas qu'on ira très loin. Là où j'ai une différence, en fait, la seule différence que j'ai avec Alain Juillet sur tout le débat, c'est que je pense que les Chinois nous mentent depuis 40 ans. Et qu'à un moment donné, quand des gens vous mentent depuis 40 ans, vous en tirez les conclusions. Les Chinois nous disent toujours qu'ils vont relancer la demande intérieure. Ils l'avaient promis à Trump. D'accord, mettez pas trop de droits de douane en 2018, on va acheter des produits américains. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ne le feront pas.
parce qu'il y a une course en avant pour être la nation la plus puissante du monde avec les États-Unis, qu'ils ont peur, et que les Chinois se soucient pas trop des autres pays. L'intérêt, c'est l'empire du milieu, et il faut rappeler aux Chinois qui peuvent pas croître et aspirer toute l'industrie du monde que ce n'est pas possible. Le deuxième point sur la Chine qui est très problématique pour eux, ils n'ont qu'un enfant par femme. Et donc, ils ont une réduction de la population. Non seulement elle vieillit, la population chinoise, mais en plus, la population se réduit. Donc, il n'y aura pas de hausse du marché intérieur chinois. Et surtout, Xi Jinping ne veut pas le faire parce qu'il est coincé. Il pense que s'il donne la sécurité sociale aux Chinois, des retraites un peu confortables, une assurance maladie, ce qu'ils n'ont pas, et donc il permet la croissance de la demande intérieure chinoise par la désépargne, eh bien, il pense qu'à ce moment-là, le peuple chinois se révoltera contre le PCC. Donc pour moi, je pense que Xi Jinping nous ment, les Chinois nous mentent depuis 20 ans, moi j'en ai ras-le-bol, et je pense que l'Union européenne la France doit taper du poing sur la table, doit s'allier à Trump pour déconnecter la Chine, tant qu'elle continue à jouer ce jeu-là, de vouloir profiter de tous les marchés étrangers sans ouvrir le sien. Je pense que ça, c'est la stratégie à faire. Mais le vrai problème qu'on a, Alain Juillet a raison de dire que la France devrait aller négocier avec les États-Unis commercialement pour que ça se passe bien. Le seul problème, c'est que la vraie clé de la politique commerciale, c'est l'Union européenne qui l'a. En fait, c'est une compétence de von der Leyen, oui, de la Commission européenne de négocier les accords commerciaux, que ce soit avec la Chine ou les États-Unis. Donc dessus, tant qu'on ne sortira pas de l'Union européenne, il ne faut pas se leurrer, ça se passera mal. C'est-à-dire que l'Union européenne, en plus, a la stratégie folle d'aller à contresens de l'histoire. L'histoire, c'est la démondialisation, c'est ce que veulent tous les pays, un monde multipolaire et la démondialisation à la Trump, mais les autres pays aussi sont d'accord avec ça. On remet en avant les nations, et l'Union européenne, c'est quoi? C'est plus d'accords de libre-échange avec le Mercosur, avec l'Afrique du Sud qui sont annoncés. C'est toujours plus de libre-échange, c'est toujours plus de mondialisation. Ces gens marchent sur la tête, ils sont complètement, ils vont à l'envers de la marche du monde, ils sont paniqués et c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Moi, ils m'inquiètent énormément et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils parlent sans arrêt de guerre. Ils sont paniqués, ils ne savent pas où aller, donc ils parlent de guerre et de choses absolument terribles. Oui. Alors, Julien, vous voulez ajouter un dernier mot pour conclure ? Oui, par rapport à ça, je suis d'accord sur le fait. Je suis d'accord que les Chinois nous ont jamais fait de cadeau. Ça, je suis bien d'accord. Simplement, ce que je pense, quand ils avaient dit à Trump qu'ils allaient ouvrir le marché intérieur, ils n'avaient pas vu leur histoire de crash immobilier et ça les a pénalisés. Mais de toute manière, en dehors de ça, il est évident que les Chinois, ils jouent leur jeu et on les comprend. Ils veulent être première puissance du monde, comme les Américains, qui eux veulent le rester, et donc ils sont en frontal et ils font tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et nous derrière, évidemment, on est très faibles parce qu'on n'a la puissance ni de l'un ni de l'autre, ni des Américains ni des Chinois. Juste un point sur l'Europe. Et là, je partage ce qui a été dit. Moi, en partie, je pense que l'Europe, il faut complètement la revoir. Je pense que l'Europe actuelle, quand on voit justement des pays qui veulent privilégier les relations bilatérales, quand on voit qu'on prône la fin de la mondialisation, l'Europe telle qu'elle a été conçue aujourd'hui ne marche plus. Ça, c'est clair. Donc, il faut repenser complètement l'Europe, si on peut y arriver. Et ça, c'est un vrai challenge. Mais oui, pas pour une espèce de fédération comme aujourd'hui, qui défavorise la plupart des pays, mais au contraire, comme une Europe des nations. Moi, je suis gaulliste de ce côté-là. Je crois que seule l'Europe des nations peut nous en sortir. Là-dessus, je pense que Philippe Murer est d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Alain Juillet, je rappelle, ancien directeur de la DGSE en charge de la mise en place de l'intelligence économique au sein du SGDN, le secrétariat général de la défense nationale. Merci à vous, Philippe Murer, économiste, président et cofondateur du mouvement politique citoyen et auteur de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On aimerait bien en sortir, en effet. Merci beaucoup à tous les deux. Tocsin continue. Vous avez aimé cette émission? Vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets? Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.